Bonjour, je m'appelle Olivier Jacquemont, je suis enseignant-chercheur à l'ESCE et responsable du pôle sciences humaines. Je suis ravi de vous accueillir dès cette semaine pour les rendez-vous de la géopolitique. C'est un module online, 100% online, qui sera dispensé chaque semaine durant 12 semaines et qui sera sanctionné par 2 ECTS. Durant le semestre, ces rendez-vous seront hebdomadaires et nous recevrons à chaque fois des invités, des conférenciers prestigieux d'écoles associées au campus. Pour cette première semaine, pour traiter des questions d'actualité et de géopolitique, nous recevons un invité très spécial en la personne de Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier. Alors je dis très spécial, pourquoi? Puisque vous êtes l'animateur de ces rendez-vous de la géopolitique et qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera à vous à charge de recevoir nos invités. Je vous présente, vous êtes enseignant de géopolitique depuis de très nombreuses années, vous apportez donc vos lumières à des étudiants, mais également vous intervenez comme consultant sur la chaîne Yveline Première et vous offrez des décryptages de l'actualité internationale. C'est l'exercice auquel vous allez vous livrer ici même. Outre ce décryptage, vous êtes un spécialiste des stratégies géopolitiques, de l'histoire des conflits pour éclairer le monde actuel. Alors pour cette séance inaugurale, c'est vous notre invité et vous avez décidé de nous parler d'un thème, la fin de l'histoire. Fabrice, la fin de l'histoire, c'est un titre singulier. Pourquoi avoir choisi ce titre? Parce que j'ai le sentiment que, tout d'abord, ce titre vient d'un ouvrage très célèbre en géopolitique, qui a été publié il y a une vingtaine d'années, sur lequel je vais être amené à donner quelques explications. Mais en préambule, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en 2016, il y a une incompréhension des relations internationales de par la multiplication des conflits et de par les situations excessivement tendues qu'on a dans toutes les zones géographiques dans le monde. Or, en réalité, depuis une vingtaine d'années, l'ensemble des observateurs et de la population en général s'attendaient plutôt à ce qu'on ait une diminution des conflits à la sortie de la guerre froide. Et la fin de l'histoire est donc la reprise d'un ouvrage et d'un auteur qui est devenu célèbre presque à contrario de sa propre problématique, puisque en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les faits ont totalement dédié sa problématique initiale. Alors, dites-nous-en un peu plus sur ce fameux auteur mystérieux qui aurait écrit un livre, La fin de l'histoire. Je vous laisse le présenter. Quelle est sa thèse principale? Alors, bien volontiers. En réalité, c'est un ouvrage qui a été écrit en 1992, qui s'appelle La fin de l'histoire et le dernier homme, et qui a été écrit par un universitaire américain qui s'appelle Francis Fukuyama. La thèse était relativement simple, il faut la remettre dans son contexte. En réalité, à la chute du mur en 1989 et à la disparition de l'Union soviétique en 1991, Francis Fukuyama a considéré que le XXe siècle, qui avait été très mouvementé en termes de guerre, finissait sur une note très positive, puisqu'on avait vaincu la totalité des totalitarismes, le fascisme, le communisme, le stalinisme, le nazisme, et que donc dorénavant, il n'y en ait plus à avoir d'ennemis. En fait, il annonçait la venue d'un monde nouveau, dans lequel les seules compétitions latentes seraient des compétitions économiques, ça annonçait le concept de mondialisation, et dans lequel en réalité, on aurait une prospérité qui pourrait se mettre en place dans les différents pays du monde, avoir une logique d'entraînement, et que les seules rivalités potentielles seraient des rivalités économiques. Avec un dernier point qui paraît important, c'est que les conflits viendraient à disparaître naturellement, puisqu'il n'y avait plus d'opposition idéologique, et que donc, en réalité, les seuls conflits potentiels seraient quelques États voyous, rogue states comme on dit en anglais ou en américain, qu'il s'agirait de remettre à leur place par des opérations qui seraient d'ailleurs mandatées par l'ONU. Ça, c'était vraiment la thèse centrale. Et en gros, c'était donc son titre, La fin de l'histoire. Ça entraîne forcément des bouleversements si on suit cette thèse-là, puisque les relations internationales sont largement fondées sur les rapports de force. Quel est le monde qui serait issu de la fin de l'histoire? Tout à fait. Cette question est très judicieuse, me semble-t-il, parce que, indépendamment du fait que de faire croire qu'on rentrait dans une nouvelle séquence, il y avait une implication forte qui consistait à dire que finalement, on ne connaîtrait plus jamais le monde dans son rapport entre les États tel qu'on l'avait connu avant. Pourquoi? Parce que globalement, on peut considérer que jusqu'en 1991, on était toujours dans un rapport de force entre des États. Alors les périodes étaient différentes, le régime des États était différent, les idéologies étaient différentes, mais globalement, même durant la guerre froide, entre l'Union soviétique et les États-Unis qui ne se sont jamais affrontés directement, on était dans un rapport de force pure. Or, la thèse de Fukuyama sous-entendait que puisqu'il n'y avait plus à avoir de guerre, le rapport entre les États allait profondément changer et que le mécanisme des relations internationales allait beaucoup changer. C'est la raison pour laquelle, c'est la période des années 90, on a un deuxième auteur qui était intéressant, qui s'appelle Joseph Nye, et qui a, à travers plusieurs écrits, des articles et des ouvrages, développé un concept qu'on appelait le soft power. Alors il y avait en plus une analogie avec l'informatique,
mais dans lequel il disait que finalement, au lieu d'avoir une mission coercitive ou autoritaire ou même guerrière, les grandes puissances seraient plutôt des logiques qui s'inscriraient dans une vertu d'exemple. Parce que les grandes puissances seraient arrivées à maturité économique et même à maturité institutionnelle, elles devaient devenir des exemples pour les autres États qui n'auraient qu'une seule envie, c'est de les copier. Ce qui explique un peu toute la tendance qui a été mise en place, c'est très important me semble-t-il, à l'ONU et au tribunal international de l'Haye d'une part, mais aussi dans les médias et dans la perception qu'on en a eue avec ces missions humanitaires. On peut rappeler par exemple la mission que les Américains ont mise en Somalie en 1993, et même la première guerre en Irak en 1991, puisque c'était fait sous le mandat de l'ONU avec une coalition de 40 États. C'était totalement différent de la tradition réelle politique qui s'inscrivait un peu dans l'image de Bismarck, ou plus récemment du président Theodore Roosevelt, qui n'hésitait pas à dire que même dans une réunion amicale, il venait toujours avec son gros bateau, c'est la fameuse théorie du Big Stick, en faisant comprendre que même avec des amis, il fallait être suffisamment fort pour pouvoir imposer son point de vue. Donc, cette nouvelle séquence en termes de relations internationales, finalement, impliquait une modification totale du rapport entre les États. D'accord. Si je vous suis bien, Joseph Nye s'inscrit dans le prolongement de Fukuyama. On passe d'un monde qui est structuré par des rapports de force au soft power, donc la guerre par d'autres moyens d'une certaine façon, et par des implications humanitaires, comme vous l'avez décrit en Somalie. On pourrait se demander si à l'époque, puisque cette thèse s'est largement diffusée, est-ce qu'il y a eu d'autres thèses qui se sont opposées, qui étaient différentes de celles de Fukuyama, ou est-ce que c'était la seule qui était présente? Alors là aussi, votre question est intéressante, parce que dès le départ, alors que pourtant les circonstances se prêtaient effectivement à ce qu'on puisse adhérer à telle thèse, il y a des auteurs qui se sont insurgés contre une telle lecture et qui n'ont pas adhéré à une telle lecture. Alors qu'encore une fois, c'est vrai qu'on sortait de la guerre froide et qu'effectivement, on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'ennemis. D'ailleurs, il y a une boutade de l'ambassadeur de l'Union soviétique à Washington en 88-89, quand il s'en va, et qui dit « on est en train de vous rendre le plus mauvais service qui soit, on est en train de vous priver d'ennemis ». Donc on était vraiment dans une période qu'on peut qualifier maintenant, avec le recul, de naïveté. Et l'auteur qui apparaît tout de suite, en réalité, en évidence, c'est Samuel Huntington, avec son très célèbre ouvrage « Le choc des civilisations ». Il faut savoir que c'est un ouvrage qu'il a écrit en 1996. La date me paraît importante, je vais y revenir. Mais Samuel Huntington avait déjà écrit dans beaucoup de revues américaines, universitaires, à la fin des années 80 et au début des années 90, pour dire à quel point il était en désaccord avec cette vision des choses. La raison principale d'Huntington, je crois qu'il faut la rappeler, c'est qu'il évoquait le fait que les différences restaient majeures en termes de civilisation, la thèse est bien connue, et que c'est les civilisations, de par leurs différences, qui entraînaient les guerres. En réalité, Huntington, alors pour reprendre très rapidement sa théorie, divisait le monde en 9 zones, et il était dans une logique dans laquelle il allait jusqu'à prédire que la guerre deviendrait inévitable entre ces différentes civilisations, ce qui de facto, par rapport à votre question, le mettait en totale contradiction avec les deux auteurs précédents tels qu'on vient de les évoquer. Donc on était dans un monde qui était structuré par la guerre froide, et Samuel Huntington nous dit qu'il y a un autre pôle structurant, c'est les civilisations. Exactement, exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les faits pourraient sembler lui donner raison, mais en réalité, son ouvrage est à lire en 3 étapes. La première, il a été excessivement critiqué dans les années 90, parce qu'on a considéré qu'il avait une vision rétrograde et totalement archaïque des relations internationales. Alors en plus, il ne faut pas oublier qu'il avait quand même, quand il avait mis en place ces 9 zones principales, fait quand même des amalgames assez dérangeants entre différentes sociétés ou civilisations. Ça, c'était le premier reproche qu'on pouvait lui faire. Qu'ensuite, il y avait certains États ou certaines civilisations qu'on avait du mal à classer. Je pense par exemple à la Russie, dont on ne sait pas vraiment si elle est occidentale ou si elle a une entité propre, de par son attachement à l'Eurasie ou par son attachement à l'Église orthodoxe. Je pense à l'État d'Israël, qui est quand même dans une situation très particulière. On peut aussi se poser la question de savoir à quoi est-ce qu'il faut rattacher l'Afrique du Sud ou l'Australie. Donc il y avait déjà une première difficulté, me semble-t-il, à cette dimension-là. Ensuite, il y avait une deuxième difficulté, c'est qu'avec cette lecture, Samuel Huntington s'empêchait d'expliquer quels pouvaient être les conflits à l'intérieur d'une même communauté, tels qu'on les connaît aujourd'hui d'ailleurs, sunnites ou chiites au Proche ou Moyen-Orient, ou russes ou ukrainiens à l'est de l'Europe. Donc c'est une thèse qui a été très critiquée. Mais, évidemment, l'événement du 11 septembre 2001, c'est pour ça qu'il faut remettre les choses en perspective, a eu tendance finalement à pouvoir accréditer cette thèse. Et d'ailleurs,
la diplomatie américaine et les actions de W. Bush de 2000 à 2008 s'inscrivaient assez dans cette thèse. Mais aujourd'hui, malgré le fait que les événements soient plus belliqueux ou bellicistes, tout le monde s'accorde à dire qu'il était dans une vision à la fois trop radicale et trop systématique du conflit. D'accord. Donc nous avons là deux thèses en présence, hein. On a Fukuyama d'un côté pour faire simple, et puis Samuel Huntington de l'autre. Absolument. Deux thèses qui ont structuré aussi le discours politique, la diplomatie telle qu'elle a été menée. Est-ce que vous verriez un troisième ouvrage ou un troisième auteur qui pourrait apporter un éclairage plus fin sur ce qui se déroule actuellement? Aujourd'hui, parmi les observateurs et les connaisseurs du monde géopolitique, il y a un ouvrage qui reste une référence ultime, on peut le dire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un ouvrage, malgré le fait qu'il ait été publié pour une première fois en 1987, qui reste, selon l'expression consacrée, un livre de chevet pour les chefs d'État, qu'on soit à Tokyo, qu'on soit à Moscou, ou qu'on soit à Cape Town, à Washington. C'est l'ouvrage de Kennedy, Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances. Je crois que là, il faut s'arrêter effectivement un instant. Parce que quand on rappelle la date de sa première édition, 1987, il y a eu très rapidement une deuxième édition en 89, on fait un premier constat, c'est que cet ouvrage a été publié avant la fin de la guerre froide. Donc par définition, il s'inscrivait déjà légitimement dans un rapport de force ou de relations internationales classique. Or, l'ouvrage finalement a deux objets principaux. Il est assez dense, 750 pages. Sa première approche consiste à essayer de voir est-ce qu'il y a des paramètres qui seraient identiques, quelles que soient les périodes, quels que soient les systèmes politiques ou quelles que soient les civilisations, qui permettraient d'expliquer que certains États ont une puissance naissante, qu'ensuite cette puissance arrive à maturité pour devenir bientôt hégémonique, superpuissance, ou pour être en déclin. Et la première chose qui est intéressante dans son propos, c'est que la réponse qu'il apporte est qu'effectivement, il y a des similitudes qui sont transversales à la période, au système politique ou à la civilisation. Donc en gros, ça consiste à dire que si on est un bon observateur, on peut essayer d'anticiper à l'avenir si un État est plutôt en phase de progression ou en phase de déclin. Mais par rapport aux propos qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir un petit peu quelle est la nature du monde dans lequel on vit, on se rend compte qu'il apporte une réponse implicite, à savoir que pour lui, ça reste, quelles que soient les périodes, puisqu'en gros il fait une observation du XVe siècle à l'époque de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, ça reste les relations internationales éternellement un rapport de force. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, il étudie la période du XIXe siècle, avec la montée en puissance de l'hégémonie britannique dans le monde, mais il évoque aussi les années 30. Et de ce point de vue-là, c'est assez flagrant quand on met cette période en parallèle avec ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on voit bien sûr toute la montée des totalitarismes dans les années 30, et puis notamment les fameux accords de Munich, dans lesquels on voit bien que finalement, c'est l'équilibre des puissances qui amène la paix, et certainement pas, on va dire, des idées pacifistes, qui certainement sont très nobles, mais n'ont qu'une vertu, c'est celle d'encourager l'agresseur. Donc cet ouvrage, à mon sens, est capital. D'abord parce qu'il correspond mieux, avec le recul, à ce que sont vraiment les relations internationales, et que paradoxalement, il permet mieux d'expliquer le contexte actuel tel que nous le connaissons aujourd'hui, même si on peut regretter qu'effectivement, c'est un ouvrage qui a maintenant pratiquement une trentaine d'années. Oui, puisque vous décrivez là l'Empire britannique, on est au XIXe siècle. Aujourd'hui, la puissance, je ne sais pas si on peut la qualifier d'hégémonique, mais sont les États-Unis. On peut penser à la Chine aussi. Est-ce qu'il y a des analyses qui traitent du monde actuel, qui iraient dans le sens de ce Paul Kennedy, ou son analyse a-t-elle été démentie par les faits? Ce qu'on peut considérer par rapport à votre question, c'est qu'on peut répondre deux fois par l'affirmative, si vous me permettez. D'abord parce que les faits sont en train de lui donner raison. On est bien en train de voir qu'il y a quand même une multiplication des conflits et les événements récents, alors que ce soit des conflits d'ailleurs ouverts militaires ou des conflits politiques durs, comme par exemple la démission quand même de la présidente au Brésil ou des zones particulièrement sensibles. Mais si vous me permettez, je rajouterai un point, parce que j'entends souvent cet argument qui consiste à dire oui, mais bon, on évoque le 19e siècle, c'est totalement désuet, on n'est plus du tout dans le même contexte. Sauf que, pour prendre l'exemple britannique, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les Britanniques ont construit leur domination, leur puissance sur la maîtrise des mers. Rappelons en géopolitique quand même que 70% de la planète, c'est de l'eau, et qu'on a l'habitude de dire en géopolitique que qui maîtrise les mers maîtrise la terre. Pourquoi est-ce que ce n'est pas inintéressant à rappeler? Parce que depuis une dizaine d'années, les Chinois ont doublé leurs dépenses militaires, en particulier sur leur flotte maritime, que l'année dernière, les Chinois, pour la première fois, ont lancé ou construit un porte-avions par leurs propres moyens, ce qui les fait rejoindre
un clan très fermé de 2 ou 3 puissances qui ont le porte-avions, et qu'on voit bien que les Chinois ont l'obsession de pouvoir se projeter de façon maritime, y compris sur l'Afrique, qui est aujourd'hui à plus de 50% le continent qui permet de les approvisionner. Si les Chinois ne font pas attention à ça, en réalité, ils restent tributaires de la protection de la puissance navale américaine. Donc il y a un premier temps de réponse à votre question qui consiste à dire, effectivement c'est le passé, mais on peut se nourrir de ce passé-là pour essayer d'anticiper l'avenir, parce que le monde étant ce qu'il est, et les États étant ce qu'ils sont, on est face à des problématiques qui sont identiques. Mais après, il y a une deuxième réponse, c'est qu'il y a un auteur qui est, alors pour le coup, excessivement célèbre dans les relations internationales, d'une part parce que c'est un auteur reconnu, mais surtout parce qu'il a été grand acteur, c'est Henry Kissinger, qui est secrétaire d'État dans les années 70 aux États-Unis, donc je rappelle, ministre des Affaires étrangères, qui a été un très grand conseiller de Richard Nixon, qui a d'ailleurs contribué à la sortie des États-Unis du Vietnam, qui a remis en place des relations entre la Chine et les États-Unis alors qu'elles n'existaient pas. C'est ce qu'on appelle la stratégie ping-pong. Et il se trouve qu'Henry Kissinger a écrit un livre qui s'appelle L'Ordre mondial en 2014 aux États-Unis. Alors je précise, parce que là aussi, parfois le diable se cache dans les détails. Ce livre est sorti en 2014 aux États-Unis et il est sorti en mars 2016 en France. Ce qui prouve qu'en France, on a quand même encore un peu de mal à comprendre l'importance de ces questions-là et qu'on met encore un certain temps à traduire des propos qui sont pourtant très importants, puisque quand Kissinger publie, généralement le monde entier regarde ce qu'il dit. Alors, sur le livre L'Ordre mondial, finalement, on a une analyse de Kissinger qui est assez simple. Les relations internationales ne changent pas. C'est les grandes puissances qui sont en train de changer. Et donc, en réalité, aujourd'hui, on est dans des soubresauts, des conflits importants, parce qu'on est dans une période de transition dans laquelle les nouvelles puissances changeant, elles sont en train d'abord, d'une part, de vouloir s'affirmer, et d'autre part, de rechercher un équilibre. On se retrouve bien dans une thèse complémentaire avec Kennedy, qui nous disait qu'on était dans la paix, qu'on était dans un processus d'équilibre des puissances entre elles. Et c'est cet ajustement que Kissinger constate, et ce qu'il cherche dans son ouvrage, c'est de voir si l'Occident peut toujours y jouer un rôle et toujours trouver une place dans ce contexte. Le monde unipolaire est donc une fiction, finalement. Le monde unipolaire et le monde tel qu'on a voulu le faire croire, qu'il pourrait ne plus avoir de conflit, la civilisation universelle, c'est un concept qui d'ailleurs a été remis en cause, pour le coup, là, et par Huntington, et par Kennedy, et par Kissinger. Et c'est ce qui, à mon sens, donne tout l'intérêt aux rencontres que vous venez de présenter et qui nous donneront l'occasion de reprendre plusieurs thèmes. Parce que si on reste dans un rapport de force classique, ça nous permettra peut-être de mieux anticiper les décisions des chefs d'État étrangers, de mieux comprendre les logiques pour lesquelles ils prennent des décisions. Je pense notamment à Poutine ou à Erdogan, auxquels nos étudiants sont très friands de connaître les modalités. Mais ça permettra aussi peut-être parfois d'anticiper des bouleversements en termes d'alliances. Il y a une chose qui est très significative à cet endroit, c'est par exemple le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. On sait que les États-Unis et l'Iran ont des liens très compliqués depuis la chute du Shah en 1979 et la prise du pouvoir de Khomeini, qu'ensuite il y a la crainte que les Occidentaux ont de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, et que donc pour l'ensemble de ces raisons, on était dans un rapport plus que conflictuel, puisqu'il n'y avait pas d'ambassade et qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques. Or, les choses ont changé avec l'apparition de Daesh et du sunnisme, et on se retrouve maintenant avec, pour des questions d'intérêt similaires, on se retrouve maintenant avec les États-Unis qui se rapprochent de l'Iran, puisque finalement, ils ont le même adversaire. Et donc, vous me permettrez de conclure mes propos sur cet aspect en faisant remarquer que, loin d'une dimension morale, les États agissent par rapport à leurs intérêts, et que les alliances se construisent non pas par rapport à la morale, même si on peut le regretter, mais par rapport aux intérêts respectifs. De ce point de vue-là, les 24 derniers mois qu'on vient de vivre sont très évocateurs, car les Anglais et les Américains ont mis beaucoup moins de temps que la France à s'allier avec Bachar el-Assad en Syrie, ce qui est, même si ce n'est pas dit comme ça, ce qui est une réalité objective aujourd'hui. Et donc nos séances futures doivent nous permettre à l'avenir d'appréhender ces réalités et de mieux les comprendre en les positionnant dans leur contexte. Merci beaucoup Fabrice Ravel pour la qualité de cet entretien. Et maintenant, nous allons évoquer les modalités d'examen pour nos étudiants. Vous venez donc de visionner la première séance de ces rendez-vous de la géopolitique. Malgré le format innovant qui vous a été proposé, je vous rappelle qu'il s'agit d'un cours.
Il s'agit donc de regarder ces vidéos, d'assimiler et de comprendre les informations qui vous sont délivrées, de prendre des notes, d'en discuter et d'échanger sur le forum qui vous est proposé sur Campus. Vos connaissances acquises seront évaluées grâce à 2 QCM. Le premier interviendra à mi-parcours, après la séance 6, le contrôle continu, et un partiel de fin de semestre après l'ultime séance, la séance 12. Vous serez évalué sur vos connaissances, sur votre capacité à traiter, hiérarchiser l'information, et vous serez aidé en cela par des lectures qui vous seront suggérées également par nos invités. Je vous invite à retrouver tout ça sur Campus. Pour finir, Fabrice, pourriez-vous nous présenter la séance prochaine et votre invité ? Bien volontiers, Olivier. Tout d'abord, merci beaucoup pour la qualité de votre accueil et de nos échanges. La prochaine séance sera une séance d'actualité puisqu'elle concerne les perspectives du Royaume-Uni et de l'Union européenne après le vote du 16 juin 2016 et du Brexit. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Fabrice. Merci à vous. Au revoir.